Dans le cadre de notre rencontre culturelle et néanmoins carcérale, nous allons parler de Madame 100 kilos. Avec Madame 100 kilos, c'est du lourd. Elle se nomme Marie-Justine Penel. De multiples escroqueries, jugées en correctionnel, se concluent par quelques séjours en prison. Novembre 1906. Tentative d'assassinat avec préméditation. Procès d'assises, elle risque gros. Alors que le juge d'instruction s'applique à étayer le dossier à charge en vue du procès, Madame 100 kilos est contactée par Le Journal, un quotidien qui souhaite raconter sa vie en forme de feuilleton. Affaire conclue. De manière générale, les récits de prison émanent de personnes condamnées. Pas en ce qui la concerne. Elle livre une autobiographie avant même d'être jugée. Elle compte que la lecture de son récit amènera les jurés à une grande indulgence, raison qui la pousse à édulcorer certains passages crapuleux. Pourquoi la presse s'empare-t-elle de ce dossier et sollicite l'accusé parmi tant d'autres? Parce que son casier judiciaire à Madame 100 kilos, il est long comme un hiver sans feu et qu'à l'occasion de ses précédents procès, elle a fait preuve d'un amour féroce. Bref, c'est une bonne cliente et en plus, elle sait écrire. Qui est-elle? Une Matahari à la vie trépidante. Par contre, si la belle espionne est condamnée à être fusillée en 1917, on ignore tout de la fin de Madame 100 kilos. Toutes deux vécurent à la même époque, c'est-à-dire la belle époque, première partie de la Troisième République. Avec intelligence, Madame 100 kilos ouvre son autobiographie sur la scène du crime dans lequel elle se trouve impliquée. Suspense. La plume est alerte, le style vivant, les personnages hauts en couleur, son roman nous tient en haleine. Que s'est-il passé, selon ses déclarations, la nuit du 19 au 20 novembre 1906 dans la villa Monceau à Bois-le-Roi? Le docteur Hébert, improbable aigrefin, reçoit une balle en pleine tête. De cela, on s'en remet, je peux en témoigner. Celui qui a tiré, René Sosbron, constatant que sa victime a réussi à s'enfuir, se met aussitôt en cavale, abandonnant ainsi son épouse et complice, Madame 100 kilos. Curieusement, on ne connaît pas plus la fin du mari criminel que celle de sa femme complice. Son amant, prenant la fuite, à son tour paniqué, elle se sauve. Son récit de la nuit du crime est saupoudré de quelques considérations personnelles à l'intention des jurés, en vue de les apitoyer bien sûr. Elle parle de ses enfants, qu'elle aime par-dessus tout, et c'est vrai, puisqu'ils vont la perdre. Elle raconte la vie paisible et bourgeoise auprès de ce troisième mari, qu'elle ignorait bandit. Revenant à la scène du crime, elle prétend qu'étant sortie dans le jardin pour respirer l'air pur de la nuit, elle entend des bruits de lutte entre son invité, l'étrange docteur Hébert, et son mari. Elle se précipite afin de les séparer. Et puis, texte. Le docteur est à 4 mètres de moi. Il se redresse de toute sa grande taille et étend le bras. Je vois un éclair, j'entends 2 détonations simultanées, puis un sifflement aigu près de l'oreille gauche m'apprend que je viens d'échapper à la griffe de la mort. « Riri, ne me tue pas, c'est moi, je t'aime !»« Sauve-toi, il veut te tuer !» dit Cesbron à mi-voix. Habilement décrite, la scène en fait une victime plus qu'une coupable. C'est les faire chercher qui, malheureusement pour elle, ne convainc pas les juges. Faut dire qu'on retrouve chez elle tout l'attirail pour découper et enterrer le cadavre du docteur. Elle décrit en détail les difficultés de ses premiers pas de cavale. La pluie, les chemins boueux, le froid,
la faim, la peur, sans oublier bien sûr ses enfants qu'elle s'oblige à retrouver, quels qu'en soient les risques. En lisant son récit, il ne faut pas perdre de vue qu'elle l'écrit aussi et surtout à l'intention de son juge d'instruction qui est en train d'étoffer le dossier. À ce titre, elle n'hésite pas à tracer d'elle un portrait de malheureuse victime. Texte. « Pourquoi a-t-on tiré sur vous à minuit ?» écrit-elle à son propos, et elle répond « Pourquoi ?» C'est l'angoissant mystère que les juges cherchent vainement à éclaircir depuis 5 mois. Elle ajoute, toujours à l'intention des juges, qu'ils sont des hommes et que l'erreur est humaine. Inconséquente, se lamente-t-elle, elle s'est enfuie. Or, pour un juge, la fuite constitue un aveu de culpabilité. Mais que pouvait-elle faire d'autre que de fuir, alors que, selon ses déclarations, on lui tirait dessus ? Après les premières pages de son récit, consacrées à une description de la nuit du crime, suivie de sa fuite, elle poursuit par son récit de l'enfance. Elle cite, parmi ses aïeux, un noble corsaire dont l'âme, potentiellement revenue sur Terre en sa personne, la pousse à l'action. Génétiquement parlant, ce dit corsaire est plus responsable qu'elle-même à l'occasion de ses débordements. Son père est un découvreur dilettante. L'INPI lui consacre 2 brevets. Texte. J'ai hérité de tous les défauts de mon père, sans les qualités. Insouciance, imprévoyance, désintéressement qui touche à la stupidité, c'est tout lui. Qui plus est, frivole et libertine par hérédité. Texte. Mon père, tout en adorant ma mère, était vert galant. Elle s'emploie à attendrir ceux qui vont bientôt la juger, et puisqu'ils vont la juger, autant qu'ils la connaissent à travers la lecture de toute son histoire, les bons comme les mauvais côtés. Autodidacte, passionnée par la littérature et la géographie, toujours de l'esprit et l'esprit d'à propos, elle s'avoue d'un esprit moqueur et caustique. Née au printemps 1862 à Paris, elle a 9 ans lors du printemps de la Commune de Paris. Elle n'y est plus. Pendant que ses parents subissent les rigueurs du siège de la capitale, elle séjourne à la campagne avec ses sœurs et cousines dans leur propriété d'Alençon, en Normandie, région d'où sa famille est originaire et réputée pour sa dentelle au point d'Alençon. Au souvenir des hulans battant la campagne avoisinante, elle ne peut s'empêcher une comparaison statistique en rapport avec l'affaire de la nuit du 19 au 20 novembre 1906. Texte. Tant de peur, tant de bruit, pour 2 méchantes balles qui se promenaient dans le jardin de Bois-le-Roi à minuit, le 19 novembre dernier, et tant d'indifférence pour les centaines de balles qui ont tournoyé autour de moi en 1871. Elles n'étaient pourtant pas en liège, les balles prussiennes. C'est d'ailleurs aux Prussiens, les liquidateurs de l'Alsace-Lorraine, référence au patriotisme des jurés, qu'elle attribue la ruine de ses parents, ses aventures à la limite de l'honnêteté et ses séjours en prison. Une fois l'Alsace et la Lorraine perdues, et elle-même, revenue dans le giron familial, ruinée par la guerre, pour survivre, elle exerce plusieurs métiers, sans trop d'enthousiasme, ni même de réussite, jusqu'à ce qu'elle réponde à une annonce demandant une demoiselle aux écritures. La voilà donc à écrire les missives que lui suggère M. de Mortier, son employeur, responsable d'une agence matrimoniale. Elle manie si bien la plume que ses appointements augmentent et font prospérer l'agence. Fine mouche, et bien que très jeune, elle analyse les mécanismes du commerce de M. de Mortier. Ça rapporte gros. Et ça rapportera encore plus gros si elle ouvre son propre établissement. Elle n'a que 18 ans, époque où la majorité est fixée à 21 ans.
Petit problème vite évacué par l'émancipation. Elle jette alors son dévolu sur un pigeon auquel de belles promesses de mariage lui rapportent de quoi s'installer, non sans avoir au préalable puisé dans la clientèle de son ancien patron. Grâce à son Pygmalion, un journaliste de l'événement, la gamine de 18 ans assure comme une vraie professionnelle du mariage par annonce. La visite d'un de ses clients qu'elle pressent sournois l'inquiète. Elle fait appel à un agent de la sûreté, bref un flic. Il la sort d'une situation embarrassante, à charge de revanche, l'informer. Moucharde ? Ah, ça non ! Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Aussi, lorsque le policier lui propose de ne dénoncer que les affaires ayant trait à la politique, elle consent. En plus des mariages honnêtes, les agences matrimoniales cachent parfois de la prostitution, parfois de l'arnaque, parfois les deux. Madame 100 kilos ne craint pas les écarts. Depuis son investissement dans l'espionnage, elle se pense protégée. En vue d'accroître sa clientèle, elle épouse son premier patron, celui chez qui elle a appris le métier. Pulpeuse aux formes généreuses, elle répond au canon de la beauté de son époque. Cependant, en dépit des avances de ces messieurs, elle ne cède pas facilement aux tentatives de la volupté, pas même avec son mari, plus âgé qu'elle de 20 ans. Le mariage se conclut d'abord par un adultère, puis par un divorce pour incompatibilité d'humeur. Après le mari, infidèle à son premier amant, elle en prend un autre nommé Georges Courtois. Puis, puni par le code pénal, l'adultère l'envoie à la prison Saint-Lazare et son amant à celle de Mazas. Première impression de prison, en apprenant qu'elle est incarcérée à cause de son mari pour le motif d'adultère, ses codétenus hurlent à l'infamie et lui conseillent de cocufier à nouveau son mari dès sa libération. Lorsque les gardiennes, à cette époque des bonnes sœurs, assez appréciées des détenus, apprennent le chef d'inculpation, à leur tour elles tiquent. Texte. Une affreuse grimace fut la réponse de la sœur. Elle ne prisait pas cette sorte de délit. En prison, on préfère les infanticides. Tout en racontant sa découverte de la prison, Marie-Justine ironise en espérant placer les jurés de son côté, celui des rieurs. Texte. Il est bon que de temps à autre nos députés aillent en prison, il en sort d'excellentes lois. Oui, mais c'est une occasion pour elle de nous informer que le scandale de Panama, dans lequel de grands messieurs étaient impliqués et incarcérés, a permis de modifier la loi. Avant 1893, les mois passés à instruire le dossier n'étaient pas comptabilisés dans la peine prononcée. Un détenu pouvait rester 1 ou 2 années en prison préventive sans que cela compte. Je dois avouer en ce qui me concerne, ce qui ne m'est pas facile, n'avoir rien trouvé qui confirme les dires de Marie-Justine Penel au sujet de cette réforme du code pénal. Passons. Cette histoire d'adultère, ajoutée à son séjour en prison, déprécie la renommée de son agence. Jamais à court d'imagination, elle a recours à quelques escroqueries aux promesses de mariage pour se remettre à flot. À Genève, elle intrigue auprès d'un jeune naïf en quête de princesse pour infiltrer le réseau de son père, des anarchistes, dont elle livre, contre récompense sonnante et trébuchante, les identités au service du contre-espionnage français. Mauvaise espionne, elle se fait prendre en flagrant délit du vol de plusieurs lettres et goûte à la prison genevoise. Libérée, elle et son compagnon filent en Italie. Elle s'y trouve lors du tremblement de terre de février 1887, plusieurs centaines de morts. Jolie femme de 25 ans, les revers de fortune la mettent sans le sou. Elle a de l'ambition et s'apprête à rouler dans la farine quelques autres ambitieux moins malins qu'elle.
Texte. Je ne sais pourquoi, écrit-elle à l'adresse des jurés, dans mes divers procès, on a toujours fait une réputation d'idiotie à mes plaignants, alors que le plus souvent, ce sont des renards pris au piège. Je n'ai pas plus de génie qu'ils n'ont de bêtises, chacun tient son rôle, ils veulent avoir ce que j'ai, et je veux avoir ce qu'ils ont. Pour se refaire, elle spécule sur la naïveté d'un banquier genevois en lui déclarant s'appeler Regina Berg, de nationalité suédoise. Par hasard, les journaux lui apprenant qu'elle est condamnée à 3 ans de prison pour escroquerie et qu'elle est recherchée en France, elle se cherche des protecteurs dans l'aristocratie et intrigue pour rencontrer le comte de Monza. Grande voyageuse, lors d'un séjour à Londres, elle plume quelques riches gogos millionnaires, puis, en juin 1888, épouse un certain Liévin Copin. À partir de là, retour en Italie, où elle invente tout un scénario rocambolesque dans lequel le roi d'Italie court un grave danger, les anarchistes complotant à sa mort. Ébloui par sa beauté et aussi un peu par son imagination, le comte de Monza l'écoute un peu, la tripote beaucoup. Dans le lit conjugal, Madame Liévin n'en continue pas moins à entretenir une correspondance amoureuse avec son ancien amant, le comte de Monza. Le mari découvre la correspondance. Par jalousie, il refuse le rôle proposé par Madame à l'occasion d'une nouvelle escroquerie au mariage. Qu'importe, elle se rabat sur Franz, frère du mari. C'est donc son beau-frère qui l'accompagne à Venise, Naples, Rome, l'Espagne, l'Algérie. De retour en France, elle enjôle un riche industriel qui, pas dupe, la fait suivre et découvre qu'elle vit avec Franz Copin, le beau-frère. Il dépose plainte contre elle. Franz reste 18 mois enfermé à la prison préventive pendant que quelques-uns des hommes qu'elle a dupés portent plainte à leur tour. Elle écope de 2 ans, son beau-frère de 6 mois, sachant qu'il a déjà effectué 18 mois pour rien. Autre condamnation à 3 ans sur une plainte du baron Henri de Hostet, qui ne lui garde pas rancune, écrit-elle à l'intention du juge d'instruction. Séjour à la prison centrale de Clermont, qu'elle synthétise sans mélo, juste pour que les jurés prennent conscience. Texte. Elles sont 5, toutes affreusement pâles. L'une d'elles, surtout, fait peur à voir. C'est le type de la pauvresse des faubourgs, frêle et pâle. Elle tient, là, serrée sur son cœur, la belle robe de baptême de son dernier-né, car cet enfant de 18 ans à peine est déjà 2 fois mère. Rongée par l'anémie et le chagrin, elle ne reviendra pas. Les larmes glissent à flot sur ce menu visage amaigri, et pourtant joli encore. Ses cheveux blonds sont si doux. Son histoire est celle de tant d'autres. Le père et la mère au travail, laissant la liberté aux mioches. L'atelier. Le camarade voyou, devenu l'amant. On se met en ménage. Les gosses croissent. Le voyou vole dans une bande. Et la fille, considérée comme complice, ramasse 3 ans. Les enfants sont d'abord chez la grand-mère, qui meurt épuisée sous le fardeau, et les petits échouent à l'assistance publique. N'oublions pas que les jeunes voleuses récidivistes sont reléguées au bagne en Guyane, où la plupart crèvent dans les 5 premières années. Marie-Justine est libérée en septembre 1895, après 40 mois de prison pour escroquerie. À 33 ans, elle se sent vieille et laide. Ce n'est pas ce que pense le greffier de la prison. Elle raconte que celui-ci lui a voué un fol amour que les circonstances et les règlements de l'administration pénitentiaire lui interdisaient d'assumer. Il en est fort mari. En prison, l'amour porté à son beau-frère est fané. Quant à Liévin, son mari,
Il en aime une autre, divorce. Elle est expulsée de Belgique. Elle n'a plus un sou, vers qui se tourner alors? Pardi, vers une ancienne codétenue, Madame André, tenancière de maison. Oui, il faut dire que la fermeture des bordels n'est effective qu'à partir du 13 avril 1946, avec la loi dite Marthe-Richard. Alors pour se renflouer, elle se remet à ses premières amours, les escroqueries au mariage. C'est l'époque où elle conçoit ses jumeaux, Georges et Albert, dont la paternité revient, selon la ressemblance, à son mari Liévin Copin. Il doute et ne répond pas. À la fin de son récit, elle se répand avec ironie sur la clientèle de Madame André, constituée d'hommes politiques, d'hommes de pouvoir, et d'hommes de rêve, et d'hommes de robe, magistrats et religieux, aux goûts érotiques, scabreux et obscènes. Texte. Je ne puis préciser toutes les choses de haute fantaisie inventées par ma chère tante, Madame André, pour satisfaire le goût blasé de sa riche clientèle. On serait capable de me mettre en prison pour immoralité. Retour à la casse-prison, 3 ans. Ses jumeaux sont placés. Elle les aime toujours autant, ça la perdra. En sortant de prison, pour la énième fois, elle rencontre René Cesbron. Le drame de Bois-le-Roi met fin à leur romance, la voilà en cavale. En allant chercher ses enfants, elle se fait alpaguer. Tentative d'assassinat, affaire sérieuse. Pendant sa période de préventive, le journal la contacte. C'est une bonne cliente. Elle écrit son autobiographie distillée par épisodes. Les confessions de Madame 100 kilos. Le récit de cette femme est unique. Il faut le lire. Lisez, lisez, lisez.